Bonjour, Didier Lepelletier, je suis médecin de santé publique et professeur d'hygiène hospitalière à la faculté de médecine de Nantes. Je vous propose d'aborder une première capsule vidéo d'un ensemble de 12 capsules vidéo sur les thématiques de l'hygiène hospitalière et de l'infectiologie. Et cette première capsule aborde les précautions standards. Alors, les objectifs pédagogiques de cette vidéo est de définir et de vous expliquer les grandes lignes sur les mesures incluses dans ce qu'on appelle les précautions standards, qui représentent finalement le socle de la prévention et de la maîtrise de la transmission croisée des agents infectieux, et de vous faire prendre conscience, vous, étudiants, internes, médecins, de votre propre rôle dans la sécurité infectieuse des soins que vous prodiguez à chacun de vos patients. Alors, les patients hospitalisés et les professionnels travaillant dans des établissements de santé peuvent être exposés à des agents infectieux pathogènes transmissibles. La limitation de la contamination repose tout d'abord par l'application de règles d'hygiène de base, qu'on a appelées autrefois les précautions universelles, qu'on appelle maintenant les précautions standards, que vous retrouverez sous le sigle PS dans l'ensemble des diapositives. La Société française d'hygiène hospitalière vient tout juste d'éditer un nouveau guide que vous avez sur la gauche de la diapositive sur ces précautions standards et dans l'ensemble des mesures concernées propose 32 recommandations à appliquer dans ce cadre. Alors, quels sont les objectifs de ces précautions standards? Tout d'abord, c'est de réduire le risque de transmission croisée d'agents infectieux qui sont véhiculés par le sang ou les liquides biologiques, soit de manière directe entre les personnes, soit de manière indirecte à travers l'environnement, des dispositifs, des objets ou encore des matériels. C'est d'assurer la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients ou aux résidents en établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et c'est également d'assurer la sécurité des professionnels vis-à-vis de la contamination éventuelle des liquides biologiques. Alors, c'est un ensemble de mesures qui comprend l'hygiène des mains, que je traiterai de manière individuelle dans la capsule vidéo numéro 2, que je vous engage à visionner. Et je vais développer dans ce diaporama les équipements de protection individuelle, en particulier le port de gants et de masques, le nettoyage de l'environnement, l'élimination des objets piquants, coupants, tranchants, qu'on appelle les OPTC, l'élimination des déchets et du linge, la gestion des excrétas, et la désinfection des dispositifs médicaux réutilisables que j'aborderai dans une capsule vidéo spécifique, la capsule numéro 6. Alors, vous avez sur ce schéma une fusée à 3 étages, et vous voyez que les précautions standards constituent le socle en fait de cette fusée que l'on appelle les précautions standards. Nous verrons dans d'autres capsules, en particulier dans la capsule numéro 3, l'indication à prescrire des précautions complémentaires d'hygiène lorsque des patients ont des statuts infectieux connus ou suspectés, ou lorsque nous sommes devant une situation épidémique avec l'apparition de cas secondaires avec des colonisations ou des infections liées aux mêmes germes. Alors, tout d'abord, attention à l'excès de port de gants. Le port de gants doit être porté uniquement lorsque vous avez un contact avec des liquides biologiques, que ce soit du sang, ou que ce soit des selles, des vomissures, des urines, ou avec les muqueuses, notamment lorsque vous faites des soins de plaies, ou alors lorsque le professionnel de santé, le soignant, présente, ou lorsque vous présentez vous-même des lésions cutanées. Il faut éviter de toucher l'environnement du patient avec des mains gantées, c'est participer à la transmission croisée qui est invisible mais qui est certaine, notamment toucher tout le mobilier, toucher les poignées de porte. Il est vraiment non recommandé, formellement interdit de sortir d'une chambre avec des mains gantées, puisque vous allez toucher la poignée de la porte et finalement contaminer cette poignée avec tous les germes que vous allez récupérer auprès du patient ou de son environnement. On a tendance à dire qu'on utilise une paire de gants pour un seul soin et que la paire de gants est immédiatement éliminée après le soin et au plus près du soin. Vous avez ici sur cette diapositive des gants stériles, ici des gants à usage unique non stériles, et puis vous pouvez visionner un film ludique sur le port de gants à l'hôpital.
Alors le port de masques médicaux. Alors les masques médicaux, on les appelle masques médicaux, masques de soins, masques chirurgicaux. C'est en fait la même terminologie et ça représente la même chose. Vous avez ici en photo un masque chirurgical avec des lanières. Ici un masque chirurgical ou médical plutôt avec des élastiques en milieu de soins. Vous pouvez visionner un film ici avec ce lien sur les différents types de masques disponibles. Et pourquoi et quand porte-t-on un masque? Eh bien, on porte un masque pour protéger les professionnels de santé des particules ou des gouttelettes, souvent des gouttelettes de grande taille, qui sont émises par le patient lors d'efforts de toux ou d'éternuement. Ces gouttelettes ne restent pas en suspension, elles sont de grande taille, elles sont lourdes, et donc elles sédimentent et elles tombent par gravité avec un postillon par exemple. Sur une courte distance, puisque ces postillons et donc les micro-organismes qui sont sur ces gouttelettes vont rapidement tomber environ à 1,50 m, donc c'est pas la peine de mettre un masque au-delà de cette distance lorsque vous approchez un patient qui tousse ou qui éternue. C'est pour vous protéger le patient si vous-même vous présentez des signes de rhinite ou des signes pseudo-grippaux, en tous les cas que vous avez un tableau où vous paraissez enrhumé. Alors voici le type d'affiche que nous utilisons au CHU de Nantes en période saisonnière épidémique, que ce soit pour maîtriser la diffusion du virus de la grippe ou du virus respiratoire syncytial, notamment en pédiatrie. Vous êtes un professionnel de santé, vous êtes un patient, vous êtes un visiteur, vous toussez, on vous engage à porter un masque de soin et puis surtout à réaliser une friction hydroalcoolique avec un produit hydroalcoolique avant et après le port du masque, puisque si vous faites des soins à un patient qui tousse, votre masque va être contaminé et dès lors que vous allez le toucher avec vos mains, les virus respiratoires peuvent tout à fait persister quelques heures à quelques jours sur des surfaces inertes, mais également sur vos mains. Et donc il faut réaliser une friction hydroalcoolique après avoir ôté ou manipulé un masque. D'autres affiches sont utilisées par Santé publique France ici. Si vous êtes malade, portez un masque pour protéger vos proches. Un geste simple pour limiter le risque d'infection. Et puis l'Institut national de recherche et de la sécurité a mis sur le web un film sur les différents types de masques à l'hôpital que vous pouvez visionner. Maintenant, la gestion de l'environnement. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de 32 recommandations dans ce petit guide rouge. Donc, vous avez ici les recommandations 29 à 32 concernant l'environnement, en particulier la prise en charge des sols et des surfaces. Les micro-organismes, je vous l'ai dit, peuvent survivre dans l'environnement des surfaces inertes ou humides, et en particulier des bactéries qui ont la capacité de sporuler vont avoir une capacité à survivre de manière prolongée dans l'environnement, notamment Bacillus cereus ou encore Clostridium difficile. La gestion de l'environnement, c'est la prise en compte de l'eau pour le risque d'infection à Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie à gram négatif ubiquitaire, qui aime bien les milieux humides et qui provoque des infections chez les personnes fragilisées, immunodéprimées, donc notamment en hématologie, en service de réanimation, mais également le risque de légionellose. Prendre en compte également le risque infectieux lié à l'air, en particulier un risque fongique lié à Aspergillus fumigatus. Et la gestion de l'environnement, c'est également prendre en charge le linge, notamment le linge souillé des patients par des liquides biologiques, et éliminer ce linge dans des filières spécifiques de transport et de traitement. Et pour exemple, le CHU de Nantes traite tous les jours 10 tonnes de linge dans une lingerie centralisée. L'élimination des objets piquants, tranchants, coupants. Vous reconnaissez sûrement ici sur la photo des containers pour éliminer ces objets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais recapuchonner une aiguille. Il faut directement éliminer l'aiguille dans un container. Il ne faut pas désadapter à la main. Il y a des encoches spécifiques sur ces containers. Il faut éliminer immédiatement soi-même sans dépose intermédiaire un OPCC, puisque c'est à coup sûr un risque pour la personne qui va le faire pour vous. Il faut utiliser un conteneur selon les règles en termes de volume, à proximité des soins. Et puis si vous êtes victime d'un accident d'exposition au sang, il faut interrompre vos soins, il faut prendre connaissance de la conduite à tenir qui doit être présente dans l'ensemble des unités de soins, et il faut prendre contact immédiatement avec un médecin du travail. Alors, les bonnes pratiques d'élimination des déchets,
il faut connaître les deux filières principales d'élimination avec des conséquences économiques, puisque vous voyez qu'à la tonne, il y a des différences économiques. Il y a une première filière avec des contenants qui sont jaunes, que ce soit des sacs, que ce soit des cartons, ou que ce soit les containers qu'on vient de voir. C'est ce qu'on appelle les déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc bien se renseigner sur les déchets à risque infectieux à éliminer par cette voie qu'on appelle les DASRI. Et puis tous les autres matériels, d'autres déchets à éliminer dans ce qu'on appelle la filière DAOM pour les déchets assimilables aux ordures ménagères. Et puis pour précision là encore, le CHU de Nantes élimine tous les jours 11 tonnes de déchets. La gestion des excréta, qui est une des mesures rajoutées dans ces précautions standards, liées à la diffusion finalement des bactéries multirésistantes aux antibiotiques à partir du réservoir. Donc les excréta, ce sont toutes les humeurs sécrétées par le corps humain, que ce soit les selles, les urines, mais également les vomissures, les larmes, etc. Les urines et la matière fécale peuvent être le réservoir de bactéries multirésistantes, et j'aborderai dans une capsule vidéo spécifique cet aspect des choses. Le recueil, le transport et l'élimination des selles et des urines sont des moments à risque de diffusion et de contamination de l'environnement qu'il faut bien prendre en charge dans les organisations des services. Et en particulier, il ne faut surtout pas éliminer les excréta dans les cabinets de toilettes des patients, ne pas utiliser des petites douchettes que l'on élimine au fur et à mesure dans les salles de toilettes. Et il faut réaliser une hygiène des mains rigoureuse. Il faut également porter un tablier sur sa tenue lorsqu'on manipule des excréta. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces précautions standards? Et je vous rappelle les 5 recommandations de ce guide qui introduisent en fait ces précautions standards, c'est que ça représente un ensemble de mesures à appliquer de manière systématique lors des soins à tout patient, quel que soit son statut infectieux, que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas de dépistage systématique à l'admission de patients, et donc vous ne connaissez pas le portage en particulier de virus comme le virus de l'hépatite C, de l'hépatite B, mais là théoriquement la vaccination obligatoire vous protège de ce risque, ou encore vous ne connaissez pas le statut des patients vis-à-vis du risque VIH. Elle protège du risque de transmission croisée des micro-organismes transmissibles essentiellement par des liquides biologiques, et elle protège à la fois les patients mais également les professionnels de santé. Donc finalement, les précautions standards, c'est pour tout soin, c'est pour tout lieu, c'est pour tout patient et c'est pour tout professionnel.